Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un grand jour, c'est la première de Cycle Inside sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute notre histoire, Cycle Inside c'est à la base un média Instagram qui a décidé d'évoluer et donc de se lancer sur YouTube. Donc c'est parti pour la première. Et du coup les amis cyclistes, vous allez le voir, l'émission elle va se découper en 3 grandes parties. Vous allez vite le découvrir. Et avant de se lancer, on va présenter et faire un tour de table avec Lilian à ma gauche. Salut Hugo, salut tout le monde. Et avec Titouan et Tanguy. Salut les gars. Salut tout le monde, bonjour à tous. Allez, c'est parti. Qui dit mi-octobre dit vacances scolaires. Et en effet, 2 semaines sont attribuées aux plus jeunes dans les collèges et lycées de France. Non, trêve de plaisanterie, c'est la trêve. Et oui, on est quand même là pour parler de cyclisme. Voici votre résumé rapide des dernières courses de la saison avec Lilian et Tanguy. Et oui, eh bien, la saison s'est terminée en World Tour avec le Tour de Guangxi dans le sud de la Chine. Ça a couronné finalement Vader qui s'est imposé sur la 4e étape et qui a pris le Graal du général. Viviani également qui s'est imposé sur la première étape, suivi ensuite de Jonathan Milan, Kreusch qui s'est imposé à 2 reprises sur la 3e et la 6e étape, et puis Molano qui s'est imposé sur la 5e étape. Tout à fait, donc le Tour de Turquie avait lieu donc, du 8 au 15 octobre, avec pas mal d'équipes quand même du World Tour, donc en tout il y en avait 4. On avait donc l'Alpecin-Deceuninck, la Bora-Hansgrohe, le Team Astana et le Team UAE. C'est Alexei Lutsenko, donc le Kazakh, qui a remporté le classement général, devant Ben Ziyov et Harold Terrada, de la Team Astana. Lutsenko en fait a remporté une des étapes les plus importantes donc, de ce Tour de Turquie qui faisait en tout 108 km, avec surtout un col de 10 km à une moyenne de 10% et certains passages à 20%, donc quand même bravo à lui. Et c'est surtout en fait le Belge Philipsen qui a remporté quand même 4 étapes sur 8 du Tour de Turquie au sprint massif devant des concurrents quand même d'un niveau quand même inférieur. Il y avait quand même le bon vieux Sekbol et Timothy Dupont. Donc voilà en gros comment s'est passé donc le Tour de Turquie et avec l'avènement, mais pas l'avènement, mais la confirmation donc de Philipsen sur cette course. Et Lilian, les autres résultats de la semaine ? Ouais, les derniers résultats de la semaine, mais c'est simple. La Veneto Classic qui a couronné David Formolo, et puis on a eu aussi la classique japonaise avec Rui Costa qui s'est imposé. À noter aussi que sur cette course, Guillaume Martin a terminé 3e. Et on a aussi bien le Chrono des Nations dimanche dernier, à laquelle Joshua Tarning est venu s'imposer devant Remco Evenepoel. Merci tous les deux pour ce résumé express qui fait parfaitement le lien avec notre seconde partie. C'est l'heure du focus. Et pour ce premier focus, nous allons parler d'un nouveau prodige, le Britannique Joshua Tarling, qui a remporté le Chrono des Nations. On l'a suivi avec Titouan lors de cet événement qui a eu lieu aux Herbiers en Vendée ce dimanche. Titouan, c'est à toi de jouer. Effectivement, on a profité de cet événement cycliste aux Herbiers, le Chrono des Nations, pour pouvoir vous réserver un reportage sur ce coureur-là. Donc c'est parti pour ce petit film d'1 minute 30 et après on en discute ensemble. Pour la dernière course française de calendrier cycliste, le gratin du contre-la-montre était réuni aux Herbiers en Vendée dimanche 15 octobre. Le champion d'Europe Joshua Tarling a battu pour la première fois le champion du monde Remco Evenepoel, et de quelle manière ? C'est sur ce type d'effort si particulier que le jeune Britannique de 19 ans éclabousse tous ses concurrents alors qu'il est arrivé chez les professionnels cette année. Sur un parcours long d'un peu plus de 45 km, il a progressé à 52 km/h de moyenne pour battre son rival belge de 15 secondes. Nous avons recueilli ses propos juste après son arrivée fulgurante. Il faut d'autant plus dire que les planètes n'étaient pas totalement alignées pour lui, mais que sa puissance lui a quand même permis de lever les bras. Super happy. I thought I lost it when we went the wrong way on the island, so no, I'm super happy and it's just a good way to finish the season, you know. We see, I don't know, I'm just, for now, happy to finish the season off and time for some rest, you know. Ce serait également peu dire que Joshua Tarling apprécie le Chrono des Nations. Après avoir gagné chez les juniors l'année dernière, il réalise donc un doublé sur les routes vendéennes. Tout son entourage était réuni sur cette grande fête du cyclisme avant la trêve hivernale. Son frère Finlay s'est d'ailleurs illustré chez les juniors. Ce n'est assurément pas la dernière fois que nous entendons le nom de famille Tarling sur un podium protocolaire. Yeah, it's super nice. I had all my family here, my girlfriend, and with Finn racing as well, this super cool. And I think he got second, so podiums all around, you know. Merci Titouan pour ce reportage. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur Joshua Tarling ? Effectivement, comme vous avez pu le voir dans ce petit reportage,
Joshua Tarling il confirme en fait, il montre clairement qu'il est très fort sur les contrôles à montre, sur un défense si particulier en plus comme j'ai pu le dire, et puis il a que 19 ans en fait Joshua Tarling. Donc battre Evenepoel de 15 secondes avec des événements qui sont quand même marquants dans ce contrôle à montre, ça montre déjà qu'il peut jouer dans la cour des grands sur tous les contrôles à montre, et le fait aussi de porter le maillot de champion d'Europe, c'est quand même un grand symbole. Ouais, 45 de moyenne, 52 de moyenne sur 45 km, pardon. C'est quand même époustouflant. Lilian. Ouais, c'est impressionnant. Puis surtout, voilà, il a loupé son virage. Je veux dire, enfin voilà, je sais pas combien de temps il a perdu, une quinzaine de secondes peut-être, mais réussir à se reconcentrer, se remettre dedans, puis réussir à battre Remco Evenepoel. Enfin, il a le meilleur arc-en-ciel, Evenepoel. Puis capable de faire ça dans de telles conditions à 19 ans, enfin, c'est vraiment vraiment impressionnant. Le mot de la fin, Tanguy, vas-y. Eh bien, on peut dire que les pistards ont la cote sur la route, parce que lui, on rappelle aussi qu'il vient de la piste. Et quand on connaît aussi qu'il y a on appelle du coup Geraint Thomas, donc qui était gallois comme lui et qui vient aussi de la piste, on peut dire qu'il y a une belle génération du côté britannique. Tout à fait, merci beaucoup. J'espère que maintenant vous en connaissez un peu plus sur ce prodige Joshua Tarling qu'on retrouvera avec, la saison prochaine avec le maillot de champion d'Europe. C'est parti pour la troisième partie, le débat. Le débat qui va être axé sur encore le chrono des nations, pendant lequel on a croisé l'organisateur Thierry Adam, que vous connaissez sûrement, qui nous a dit une citation bien surprenante. Il nous a dit que les pépites ne durent plus aussi longtemps qu'à l'époque. Elles ne s'installent pas sur la durée. Qu'en pensez-vous ? Bah ouais, ouais, c'est entendable ce qu'il raconte Thierry Adam, mais je suis vraiment pas de cet avis-là, parce que bah voilà, on a vu, tu disais Geraint Thomas, c'est un parfait contre-exemple. Je veux dire, Geraint Thomas, il est arrivé très jeune, 21 ans dans le cyclisme professionnel, et voilà, il gagne le Tour, c'est le plus vieux vainqueur du Tour de France dans les années, enfin, au 21e siècle, c'est le plus vieux à gagner son premier Tour de France au 21e siècle. Enfin, c'est quand même une performance impressionnante. Et puis voilà, il a 37 ans aujourd'hui. Il fait deuxième du Giro, et encore sur le dernier chrono, il est en mesure. Et s'il perd pas contre Roglic, il gagne son premier Tour d'Italie. Donc faire ça à 37 ans, je pense. Là, c'est entendable ce qu'il raconte, mais ça marche. Enfin, pour Geraint Thomas, c'est le parfait contre-exemple qui montre qu'il a tort. Après, il y a vraiment une réelle évolution quand même, parce que là, on parle de coureurs qui ont 18-19 ans, comme les Remco Evenepoel. Il y avait une époque quand même où les coureurs étaient plutôt sur haut niveau à partir de 21, 22, 23 ans. Et donc cela c'est beaucoup moins vite quand même que maintenant, comme on peut voir avec Marcel Kittel par exemple, ou même Tom Dumoulin, qui ont gagné très tôt, très vite. Donc là, lui, est-ce qu'il va réussir à tenir sur la durée, même que ce soit... Mais après, c'est un rouleur, donc ça va être différent. Mais il y a différents comme profils aussi, comme les sprinters et grimpeurs, où ça demande beaucoup de travail. Après, je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez justement, selon les profils directement Tu veux dire que pour toi, Pogačar, qui a commencé à 19 ans, va peut-être tenir moins longtemps que Alejandro Valverde, qui a commencé plus tard, de par justement le fait qu'il a commencé plus tôt ? Oui, c'est ça, ouais. C'est qu'en fait, même si Pogačar est un ovni clairement dans le vélo, il peut être aussi rouleur que grimpeur. Peut-être que Pogačar à 32 ans sera beaucoup moins efficace qu'à l'heure actuelle, où on l'a vu avec Bernal qui a gagné très tôt un Tour de France. Ouais, mais Bernal, c'est un autre exemple. Je veux dire, voilà, sans un accident de vélo, il serait peut-être encore au top. Donc, si t'es Bernal, je pense que ça marche pas trop. Et puis, quand tu parles de Pogačar, je pense que ça joue aussi sur la motivation. Je pense que si un coureur à 30 ans a encore la motivation de gagner un Tour de France, il sera encore. Geraint Thomas, c'est l'exemple. Enfin, je veux dire, il a gagné le Tour de France, et s'il a vraiment besoin de gagner le Giro, forcément, il veut essayer, mais voilà, il est là. Ou alors en 2022, il fait podium sur le Tour de France, et c'est juste pour l'honneur. Il arrive quand même à trouver la motivation d'aller faire podium, alors qu'il savait très bien qu'il avait perdu le Tour derrière Vingegaard et Pogačar. Après, Bernal, il se battait avec Pierre Latour. Pierre Latour qui n'a pas forcément confirmé ces dernières années. Et même on le voit aujourd'hui dans les équipes amateurs, on vient plus vraiment chercher les mecs qui ont 21, 22 ans. Ils sortent plus justement ils viennent plus chez les pros à cet âge-là. Maintenant, même des équipes comme par exemple AG2R Citroën a une équipe de formation qui va l'année prochaine être seulement une équipe U19, donc une équipe junior. Et l'équipe U23 va disparaître. Donc il y a quand même un tournant qui s'effectue dans les équipes de formation. Et je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi ça me paraît évident qu'après il y a forcément un impact sur le monde professionnel. Tu as évoqué un bon point ici, parce que est-ce que vous ne trouvez pas que les équipes Conti, c'est bien qu'elles se développent, hein. Moi je suis pour les équipes Conti, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'elles recrutent trop tôt ?
Trop tôt. Après, je pense que c'est pas forcément mal vu de recruter Toto parce que ça permet aussi d'avoir une belle marge de progression avec un coureur que tu vas à 19 ans. Tu sais que théoriquement, voilà, on sait que c'est vers 29 ans le pic de forme d'un coureur. Donc forcément, si tu l'as à 19 ans, bah, tu as 10 ans avant de l'atteindre. Tu as 10 ans pour travailler, pour développer ta méthode également, pour voir ce qu'il vaut aussi parce que ça peut être aussi un flop, il y en a eu. Mais je pense que non, c'est mieux de recruter justement tôt pour avoir plus de temps aussi pour mettre la méthode en place jusqu'à ses 29 ans. Donc tard où on sait que bon, bah là, à 24 ans, il fait les mêmes résultats que quelqu'un qui a 19 ans. Théoriquement, c'est-à-dire qu'à 29 ans, il sera un peu moins bon que celui qui a 19 ans. Mais est-ce que tu penses pas que recruter tôt favorise ce dont Thierry Adam parle, le manque de pic de forme après, on va dire, 28-30 ans? Si, je pense que ça joue parce que forcément, quand tu arrives beaucoup plus tôt, tu as beaucoup plus d'opportunités aussi de rouler sur les courses sur lesquelles tu rêves de rouler, de les gagner aussi. Donc je pense que forcément, un Pogacar, quand il aura 30 ans, quand il aura atteint son pic de forme, il se dira bon, j'ai tout gagné, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire encore une fois le Tour de France ou le Giro, peu importe. Oui, je sais pas, ça jouera à la motivation aussi du coureur, aussi au profil que c'est. Il y en a, je pense à Geraint Thomas, il a une famille, etc. Mais lui, il aime le vélo et donc voilà, sa seule raison d'être sur le vélo, c'est parce qu'il aime ça et il n'a pas forcément, je pense, plus de motivation que justement quelqu'un qui n'a pas gagné de Giro. Ouais, tu penses que ils ont plus la même hargne à partir de 30 ans? Ça dépend de leur palmarès, je pense. Ça dépend de leur palmarès, forcément. Quelqu'un qui a rien gagné à 35 ans, il tentera tout pour tout gagner. Je pense que, ouais. Marc Cavendish, qui était encore à la recherche d'une 35e victoire sur le Tour, pour moi, c'est la raison pour laquelle il est encore là l'année prochaine. Ok. Et justement, tu parlais d'une sorte d'âge d'or vers 29 ans, et en fait, c'est ça que je pense qu'aussi qui met à mal notre débat, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment parler d'âge d'or à 29 ans? Avant, c'était le cas, mais maintenant, en fait, j'ai l'impression que les Pogacar, les Evenepoel, les Tarling, les Ayuso peut-être aussi, ils sont en train de changer un peu les règles non établies du cyclisme, et forcément, ça complique tout ça, en fait. En fait, quand tu parles de contre-performance des coureurs qui n'ont pas atteint leur pic de forme à 29 ans, tu parles de tous ceux qui ont eu des chutes, etc., qui n'ont pas réussi, qui ont eu la malchance de ne pas atteindre leur pic de forme à 29 ans, je pense. Honnêtement, là, il n'y a aucun exemple qui me vient en tête qui n'ont pas eu de chute. Qui est simplement sur leur talent qui n'ont pas été capables d'avoir un pic de forme à 29 ans. Bah après, surtout, en fait, quand on voit l'exemple de cette année au Tour de France avec Vingegaard ils sont jeunes, mais et Pogacar, c'est des gars quand même assez jeunes qui ont moins de 28 ans maintenant. Potentiellement, ils peuvent aller encore plus loin. Après, il y avait quand même des anciens qui restent et qui se battent comme des Roglic, par exemple, sur des tours et qui se maintiennent au haut niveau. Mais c'est vrai que maintenant, on voit quand même une baisse de prime, on peut appeler ça, le meilleur niveau des coureurs, très tôt, qui arrive de plus en plus tôt et qui donc sur la durée fait que leur carrière est en plus en pente descendante. Elle stagne, ouais. Elle stagne. Ouais, elle stagne. Je suis d'accord avec toi un peu. Moi, je serais plus pour dire que ça va dépendre du style de coureur aussi, comme tu l'avais dit. Les sprinters vont peut-être durer plus longtemps que les grimpeurs qui vont être remplacés par les nouveaux, comme les Ayuso, les Evenepoel, les Pogacar, et même Gaudu, qui est pas vieux, qui fait podium, je pense qu'on peut voir un Gaudu l'année prochaine faire un podium du Tour de France. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah déjà tu disais justement ils vont être remplacés ces grimpeurs là. Et en fait je pense aussi qu'on peut interpréter d'une autre façon aussi ce qu'a dit Thierry Adam, c'est que il y a le coup de la forme, de l'âge d'or très tôt, et aussi en fait il y a tellement une grande relève derrière parce qu'on va chercher encore plus tôt que par exemple, c'est tout bête mais dans la famille Tarling ça va se battre parce que déjà Joshua Tarling il a 19 ans, il est champion d'Europe, et derrière il y a son frère qui a fait deuxième de la même course mais dans la catégorie en dessous en junior pour le chrono des nations, Finlay, et lui aussi il a potentiellement il a un gros potentiel pour les années à venir. Donc en fait il y a ce jeu où on va remplacer les meilleurs coureurs sur les 2-3 ans, et en plus on va aller chercher encore plus tôt, donc forcément ça fait effet boule de neige, et c'est aussi pour ça que plus ça va, plus en fait on va pas forcément retrouver des sortes de dynasties avec des Froome qui gardent le maillot jaune pendant 5 ans et tout ça. Je pense que ça a vraiment un impact sur tout le monde du cyclisme et pas que sur les grands tours d'ailleurs. Et Titouan, juste tu voulais réagir, qui n'a pas confirmé, qui a confirmé? C'est vrai que même en visionnant ce reportage ou quoi, j'ai pensé à Pierre Latour, un jeune Français qui aujourd'hui est sur un petit peu sa fin de carrière, mais en 2018 il a quand même porté le maillot blanc au moment où Bernal se révélait, et c'est vrai que ces coureurs-là c'est un peu aussi des exemples phares pour parler de ces choses-là, de ces sujets-là qui montrent que ça peut peut-être mettre à mal aussi des jeunes pousses.
Bah ouais, après l'exemple de Latour, tu parles de Bernal. Bernal, il s'est révélé au même moment et puis surtout la seule raison sur laquelle qui fait que Latour était maillot blanc, c'est parce que Bernal ça a loupé sa première semaine et au final voilà, après l'année d'après on a Pierre Latour, on a Egan Bernal qui gagne le Tour de France. Après quand on regarde d'autres maillots blancs, bon il y a Pierre Rolland en 2010, mais à part ça, voilà, je parle des frères Yates. Au final, ils sont tous les deux vainqueurs d'étape sur le Tour de France. Simon Yates, il a déjà gagné un grand tour. Franchement, après, Adam Yates, il fait encore podium. Honnêtement, et puis c'est le lieutenant le lieutenant de Pogacar. Non, franchement. Est-ce que tu penses que toi, les frères Yates, ils ont. Pour moi, ils n'ont jamais eu un potentiel. Tu veux dire, ils sont pas au niveau de Vingegaard et Pogacar, quoi. C'est ça, ils n'ont jamais. Ils n'ont pas confirmé c'est l'avenir qu'on leur annonçait. Je sais pas si on leur annonçait réellement un avenir si radieux. Forcément, ils sont jumeaux. Ils sont faits, je me trompe pas, je crois que c'est Adam Yates le maillot blanc en 2016 et Simon Yates en 2017. Mais en tout cas, non. Ils n'ont jamais eu un potentiel, comme on pouvait dire d'Egan Bernal, par exemple, quand il est arrivé. Bernal, c'est vraiment un phénomène. Il gagne le Tour de l'Avenir. L'année d'après, il gagne le Tour de France. C'est impressionnant. Simon Yates et Adam Yates n'ont jamais été comme ça. Ça a été beaucoup plus linéaire, un peu plus. Comme disait Thierry Hadin, en fait, un peu plus de l'ancienne génération, dans le sens où beaucoup plus linéaire. Alors que vraiment, les bons coureurs qu'on a aujourd'hui, ils ont vraiment explosé. Ils sont arrivés ils sont arrivés comme ça d'un coup et ils performent aujourd'hui. Tanguy, le mot de la fin sera pour toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? En fait, on remarque ça avec le maillot blanc. Si on regarde toutes les dernières années, généralement, le maillot blanc qu'il portait, c'était le deuxième coureur le plus jeune. Parce qu'en fait, le maillot jaune était aussi apte pour avoir le maillot blanc. Avec Pogacar, par exemple, qui le remportait chaque année le maillot jaune, mais du coup, qui gagnait aussi le maillot blanc. Donc ça, en plus, ça remet un argument en plus pour cette histoire de prime très tôt. Et maintenant, donc voilà, en gros, le mot de la fin qui fait que... oui, les carrières peuvent être linéaires sur certains coureurs et d'autres où c'est plutôt de temps en temps directement qui va faire que qu'ils vont gagner. C'est très variable, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Merci à tous d'avoir suivi notre première émission. On espère vous retrouver pour les prochaines. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bonne route à tous.